urgemment, mais aussi avec une certaine délicatesse parce qu'il s'agit de questions qui mobilisent des passions et des émotions. Donc pour dire qu'il y a, peut-être on aura le temps d'en parler, un certain nombre d'actions, qu'elles soient institutionnelles ou au niveau de la société civile, qu'il faut mettre en œuvre. Pour les questions de nationalité, la loi est précise là-dessus. Donc, comme je le précise et je le répète, il faut une pédagogie. Il faut que le pouvoir public, tant dans l'éducation nationale ou un certain nombre de plateformes, puissent informer les populations. Parce que le fait qu'elles soient ignorantes, qu'elles ne connaissent pas un certain nombre de faits, pour terminer par là... Donc pour vous, il y a l'ignorance de l'histoire du peuplement, il y a l'ignorance également des lois. Des lois. C'est cela? Ouais. Et quoi d'autre? Et également l'immixtion à des périodes précises, qu'elles soient des périodes électorales ou des périodes où il y a des débats sur des questions d'utilité nationale, comme le foncier, qui a aussi un lien avec la nationalité. Je vais m'arrêter là pour le moment. Mais est-ce que justement, il n'y a pas, c'est pas toutes ces confusions, ce ne sont pas toutes ces confusions qui créent le problème justement. Il faut peut-être beaucoup plus de clarification. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Nourdi Arasouba? Oui, absolument. Enfin, j'avais aussi une question avant de... Bien sûr, allez-y. Quand vous parlez de l'histoire du peuplement, est-ce qu'on peut dire que l'immigration à cette époque-là n'a pas été contrôlée? Est-ce que peut-être que c'est une immigration qui a été forcée? Enfin, c'est une question qui me revient dans votre explication. Après, oui, a fortiori, par rapport à ce qu'elle disait, je pense qu'il y a aussi un problème d'incompréhension. Comme il a si bien dit, qui s'est aussi exacerbé avec les questions du foncier en Côte d'Ivoire. Quand on parle de foncier, généralement, chacun réclame sa terre, on se dit oui, mais c'est chez moi ici. Après, c'est bien de préciser quelque chose, c'est que avant 1960, l'Ivoirien n'existait pas. On ne parlait pas d'Ivoiriens. Donc, où est-ce qu'ils étaient, les Ivoiriens? C'était des empires qu'on avait, les empires mandingues, les empires Krou, je crois, les empires voltaïques, Akan, etc. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un problème d'explication dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour ça, aujourd'hui, pas mal se disent ivoiriens, sans savoir que ivoirien, c'est un concept aujourd'hui. Il faut comprendre le concept d'ivoirien. Et bon, on aura le temps peut-être d'en parler avec vous. Très bien. Pour réagir à votre question concernant l'immigration, on ne va pas ennuyer nos téléspectateurs ou faire œuvre de pédantisme. Il y a beaucoup de travaux, des historiens parmi les plus illustres. Je pense au professeur Jean-Noël Loukou qui ont fait d'importants travaux sur le peuplement de la Côte d'Ivoire. Les vagues migratoires ont été, notamment pour les plus anciens, le peuplement des Gourous date de centaines de milliers d'années. Donc, il y a des travaux très importants là-dessus. Lorsqu'on parle de migration importante, beaucoup font référence à la période antécoloniale, c'est-à-dire avant la fin de la colonisation qui est marquée par notre accession à l'indépendance. Il y a eu, par exemple, pour vous donner un fait, de 1932 à 1947, la Côte d'Ivoire et la Haute-Volta ont été associées des raisons d'efficacité d'exploitation de la colonie de Côte d'Ivoire. Donc, on a voulu détourner l'immigration voltaïque qui se dirigeait vers le Ghana pour des questions économiques, pour qu'ils viennent, parce que la Côte d'Ivoire quand même était un pays qui était relativement peuplé. Aux alentours de 1960, on était aux alentours de 5 millions d'habitants. Donc, il y a eu ce fait-là. Mais ces populations qui sont venues se sont installées en Côte d'Ivoire. Il y a eu même un débat sur la question de leur accorder la nationalité, puisque ça a été réglé également par des questions juridiques. Elles sont installées en majorité dans les régions de Bois-Fléé et elles ont même gardé les noms des villages d'où elles venaient, ces populations-là. Donc, il y a ça. Mais je parle également d'une immigration qui est économique également, qui fait que pour l'attractivité de la Côte d'Ivoire comme moyen de réalisation, d'accomplissement personnel, qui fait que des populations s'installent et ces populations-là viennent de tous les pays, même des pays en dehors du continent. Voilà, il y a beaucoup de diasporas importantes en Côte d'Ivoire, françaises, libanaises, qui viennent parce qu'il y a des opportunités économiques. Donc c'est cette précision-là que j'aimerais faire. Merci. Très bien. Josias, ça c'est mon réaction. Moi, je pense que cette question d'identité, de nationalité, aujourd'hui, celle qu'on a là n'est pas celle qu'on avait autrefois. En fait, ce que je veux dire, c'est que
le problème a connu une évolution. Les causes ont évolué. Évolution dans le bon sens? Dans le mauvais sens, malheureusement. Autrefois, la question était surtout au niveau de, quand on regarde l'histoire de Côte d'Ivoire, de certains qui voulaient leur indépendance. Ils voulaient se gérer. Ils disent, nous ne sommes pas ces Ivoiriens qu'on nous présente. Nous sommes ces Ivoiriens de cette classe, de ce type-là. Donc, on avait par exemple les événements du Saint-Louis, on a eu par exemple le Guébier, on a plein d'autres événements. Alors, ces événements qui ont évolué après que le président Houphouët-Boigny a rapidement compris que la solution, c'était de mettre rapidement en place la décentralisation, donc permettre que cela puisse se gérer dès 78 avec la période expérimentale et 80. On va passer à un autre problème, ou du moins à une autre cause, la cause politique. Et c'est celle-là qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir de 90-95, les petits problèmes, permettez-moi de le dire ainsi, qui étaient au niveau de la classe politique, ont rejailli sur la société. Où, pour la volonté de diriger, on va commencer à instrumentaliser cette notion d'identité, de nationalité. Et c'est ce phénomène qu'on a eu à partir de cette période-là qui a dégénéré jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et la majorité des personnes qui réagissent en disant que celui-là, est-ce qu'il est ivoirien ? Comme ce qu'on vient de voir dans l'élément, ce sont des personnes qui ont des doutes, des suspicions au niveau politique. C'est-à-dire, ils croient que la liste électorale, par exemple, est remplie de certaines personnes qui ne sont pas de nationalité ivoirienne. Donc, à la réalité, les réactions qu'on a aujourd'hui n'étaient pas les réactions qu'on avait autrefois, sont toujours profondément basées sur la cause politique. Diabaté Souleymane, vous partagez ce développement? Je partage partiellement le développement de mon confrère Simon. Parce que moi, je pense que, comme notre invité l'a si bien mentionné, le problème, c'est l'ignorance d'abord. L'ignorance, moi, je pense que les problèmes évoqués sont des problèmes a priori et des problèmes déjà dépassés. Parce que, comme Mohamed Nour l'avait mentionné, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, où étaient les Ivoiriens? Ils étaient dans le vide. Et actuellement, nous ne sommes pas arrivés. Pas dans le vide, ils étaient quelque part. Ils étaient quelque part, bien évidemment. Ils n'étaient pas citoyens ivoiriens, ça c'est sûr. Exactement, la citoyenneté n'existait pas. C'est cela. Parce que la nationalité est liée à un État. Absolument. Il faut qu'on ait l'existence d'un État. Et là, moi, je pense qu'on doit ramener le débat dans l'actualité. Ce débat, qui est ivoirien? Et là, qui est ivoirien a été donné dans le code de nationalité. C'est cela. La personne qui est ivoirien, autant pour moi, c'est cette personne-là qui remplit les conditions données par le Code des nationalités. Parce que c'est un droit, on le paie comme on l'acquiert. Maintenant, moi, je veux parler de l'ignorance des lois. Nous qui sommes sur le plateau, qui parmi nous informés que chaque jeudi, il y a le JO, journal officiel, où il y a des nouvelles lois qui sont mentionnées dedans. Alors que la quête cherchée, nul ne doit censé ignorer la loi, c'est une obligation. C'est-à-dire l'État se charge à la vulgarisation des lois et les populations ont cette obligation d'aller chercher à connaître les lois. On a eu le problème de l'article 48 et certains même prétendaient que l'article n'existait pas, alors que l'article existait depuis 1961. Donc je pense qu'on doit nous efforcer, c'est une obligation citoyenne d'apprendre les lois afin d'éviter ces malentendus. Alors on va aller, moi je veux bien vous entendre sur vos propositions, parce qu'évidemment, quand on est sur un plateau comme celui-là, on est évidemment considéré comme force de proposition. Comment, c'est ça la question centrale, comment forger la nation ivoirienne, messieurs? Là, on a passé presque la première partie de cette émission à déceler les écueils, les problèmes qui font qu'on ne se regarde pas comme une nation, on se regarde plutôt sous le prisme de nos origines régionales et tout le reste. Comment on fait en sorte que ces clivages qui ont été construits depuis de longues années, bien souvent par les politiques, qu'on puisse briser la glace? Alassane Rabo. Je pense que la question de l'identité nationale qui doit être ancrée dans les consciences de chaque fils et de chaque fille de la Côte d'Ivoire doit revenir dans toutes les fonctions et dans tous les domaines de la société. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne se décrète pas? Comment on y arrive? Très bien, ça ne se décrète pas. On commence déjà à bas échelle. Déjà à l'école, comme je l'ai dit dans ma première intervention, on explique aux enfants que de la même manière que la Côte d'Ivoire, c'est le centre, le sud, l'est et l'ouest, c'est aussi des peuples différents qui composent ces différentes parties du pays, qui ont des cultures, qui ont
des ethnies, qui ont des langues vernaculaires, qui ont des pratiques propres à eux, mais tous mis ensemble forment ce qu'on appelle la nation ivoirienne. Donc il faut déjà qu'on puisse le dire. Et il faut que les Ivoiriens aussi se déplacent. Il faut que les Ivoiriens voyagent. Les gens, par exemple, moi j'ai vu lors de la présidentielle sur Facebook, il y a une page, pour ne pas la citer, qui a posté à Ouangolo-Dougou, les bureaux de vote sont ouverts depuis 6 heures. Bon, de toute façon, c'était faux, les bureaux de vote n'ouvrent pas à 6 heures, avec des clichés de population allant au bureau de vote. Mais sur les photos, c'était des femmes qui étaient en hijab, en pagne, en boubou pour femmes. C'était des hommes qui avaient pratiquement